Alors, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Ça fait quelques moments que je n'ai pas fait de vidéo ni de direct, mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu, notamment faire ma réaction sur ce qui s'est passé en Syrie. Essayer de faire une analyse comparative avec ce qui pourrait se passer aussi dans nos États, notamment de l'AOS. Est-ce que la chute du régime de Bachar el-Assad est quelque chose qui pourrait impacter un peu la lutte de la souveraineté en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de façon générale. Donc c'est une vidéo que j'intitule « La chute du régime de Bachar el-Assad et avenir des États de l'AOS, comparaison n'est pas raison ». Alors, ces derniers temps, depuis 2 jours je crois, le monde entier a appris avec surprise la rapidité selon laquelle donc le régime de Bachar el-Assad est tombé, alors qu'il avait quand même à ses côtés un allié de taille, des alliés de taille même, à savoir la Russie et l'Iran. Mais c'est un régime aussi qui quand même depuis 2011 connaît beaucoup de défis et de difficultés. Alors ici donc, je vais dans la première partie essayer de montrer pourquoi le régime est tombé, et analyser les différents facteurs. Est-ce que chaque facteur pourrait s'appliquer à un des États ou aux États de l'AOS ou de l'Afrique de façon générale? Alors, beaucoup d'analystes ont parlé, la majorité ont insisté sur les arguments de patriotisme. L'armée n'a pas combattu, le peuple n'a pas soutenu Al-Assad, la Turquie a joué un rôle déterminant, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. C'est des raisons valables. D'autres aussi ont dit que la Russie est épuisée à cause de sa guerre en Ukraine. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, je commencerai par un facteur que je trouve très important, c'est le facteur économique. Alors, le facteur économique, il est déterminant pour plusieurs raisons en Syrie. Vous savez que la Syrie, c'est un pays quand même, c'est vrai que c'est un pays riche dans un domaine, parce que c'est un pays qui regorge un peu de... Il y a du pétrole, comme dans d'autres pays du Golfe et du Moyen-Orient. Il y a du gaz, mais la Syrie n'est pas un pays extrêmement riche. Le sous-sol, ou bien, c'est pas un pays où l'économie était en très bonne santé. Donc, ce qui fait que toutes ces années, la population souffrait beaucoup. La population en Syrie souffrait beaucoup. Vous savez, si par exemple, un pays est combattu par le système international, quand un pays est connecté sur les institutions internationales, l'FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là, et qu'elle n'a pas d'autres alternatives pour résister, elle n'a pas la capacité de vivre un peu en autarcie, ce pays-là va voir ses populations se retourner plus tard ou bien abandonner son leader. Donc en fait, pourquoi Bachar el-Assad n'a pas été soutenu? Parce qu'économiquement, il n'a pas réussi à convaincre les Syriens. Ce qui fait que les populations n'ont pas jugé utile de se mobiliser, de le soutenir, surtout que c'est un régime monarchique. Les populations ont vu son père passer depuis 1971, il est parti en 2000, je crois, ou 2001, après Bachar el-Assad a pris le pouvoir jusqu'en 2024. Donc, la longévité du régime, ainsi que le manque de résultats économiques, fait que la population syrienne, dans son écrasante majorité, n'a pas soutenu le régime cette fois-ci. Alors, quand un peuple ne soutient pas, les élites également ne peuvent pas soutenir. C'est pour cela que l'armée, vous l'avez remarqué, l'armée syrienne n'a pas du tout soutenu le régime de Bachar el-Assad parce que l'armée sait que la population n'est pas de son côté. Ça, c'est un facteur très important. Maintenant, voyons est-ce que ce facteur-là peut s'appliquer sur les États de l'AOS, parce que c'est eux qui représentent quand même la boussole de la souveraineté en Afrique aujourd'hui. Alors, sur le plan économique, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, je pense que ce sont des pays beaucoup mieux lotis que la Syrie. Et je vais dire pourquoi, pour plusieurs raisons. D'abord, en Afrique, ces 3 pays que je viens de citer, c'est des pays qui peuvent vivre peuvent vivre de l'agriculture et du secteur primaire, à savoir l'agriculture,
l'élevage, la pêche. C'est des pays depuis très longtemps. L'agriculture marche très bien. Les populations dans les villages, dans les campagnes, peuvent vivre, peuvent tenir le coup, même si le pays est sous embargo ou bien même si le pays fait face à des, à des embargos ou des problèmes avec les institutions internationales. Donc ça, c'est un problème très important parce qu'en Syrie, l'agriculture, ce n'est pas quand même le secteur primaire n'est pas un secteur très important. Il ne pleut pas beaucoup, les gens ne cultivent pas, pratiquent pas beaucoup l'élevage. Donc c'est un pays quand même qui a des défis, à part quelques fermiers, je sais pas, mais c'est pas un pays comparable sur le plan agricole à des pays comme le Burkina Faso, à des pays comme le Mali ou à des pays comme le Niger. Donc quand un pays a quand même un secteur primaire, même si ce n'est pas un secteur primaire modernisé, hein, parce que le défi de l'AOS, c'est ça, c'est la modernisation du secteur primaire, ça fait en sorte quand même que les populations peuvent tenir le coup. Les gens peuvent vivre, manger, cultiver. Il suffit que la pluie tombe et ils travaillent. Et vous avez vu, même le Mali, ces dernières années, il est passé du premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu le Burkina Faso, comment les gens travaillent. Pareil pour le Niger. Donc, sur ce côté-là, les États de l'AOS sont en avance sur, par exemple, la Syrie. Donc, la frustration économique qu'on a ressentie en Syrie, ça ne va pas être la même chose dans les États de l'AOS. Surtout qu'il faut vous rappeler que l'Afrique, par exemple, pendant très longtemps, surtout l'Afrique précoloniale, avant la rencontre, avant qu'on utilise aujourd'hui l'argent pour comme moyen d'échange et tout, les gens vivaient en cultivant, en faisant la pêche, en faisant l'élevage. Et pendant des siècles et des siècles, on a vu des royaumes qui ont connu une longue longévité, on a connu des empires qui ont régné pendant très longtemps, etc. Donc tout ça, ça montre que quand les gens ont de quoi manger, ils peuvent tenir le coup. Ce qui n'a pas été le cas en Syrie, les Syriens étaient fatigués. Vous avez vu, il y a eu plus de 5 millions de Syriens qui sont partis, des déplacés, des réfugiés. Alors qu'en AOS, ça fait quand même quelques années qu'il y a le problème de terrorisme, mais en général, les gens ne se sont pas beaucoup déplacés. Donc, ça montre que les populations ont beaucoup plus de possibilités de vivre, de se reconstruire, de se nourrir que dans les États de l'AOS, que par exemple en Syrie. Ça, c'est le premier facteur. Et le facteur économique, à mon avis, il a été déterminant dans la chute de Bachar el-Assad, parce que les gens avaient faim, les gens sont fatigués, les gens ont compris que le régime de Bachar est un régime qu'il a eu de son père, et que c'est un régime qui n'est pas là pour le peuple, donc ils n'étaient pas contents. Donc c'est pour cela qu'ils n'ont pas fait barrage. Alors que dans les États de l'AOS, ce n'est pas un régime monarchique, ce ne sont pas des régimes monarchiques, c'est des régimes patriotistes révolutionnaires. Et les populations sont entièrement avec ces régimes-là. Et vous avez vu à plusieurs reprises, on a voulu renverser Ibrahim Traoré, mais à chaque fois, les populations se sont mobilisées. Pareil si on voudrait le faire au Niger ou au Mali. Donc là, nous sommes en face de deux sortes en face de régimes différents. Le régime de Bachar el-Assad, c'est un régime dynastique, monarchique, qui a survécu à cause d'une certaine politique, surtout de répression. Alors que les régimes en AOS, c'est des régimes patriotistes, révolutionnaires, dont les dirigeants sont protégés justement par les populations, et ça donne la force à l'armée. Donc ça, c'est un facteur très, très, très important, qui fait en sorte que les États de l'AOS ne sont pas véritablement sur le même plan que la Syrie, pas parce que la Syrie est tombée, que si jamais des terroristes allaient vouloir envahir ces régions-là, que non, ce n'est pas du tout la même chose. Le deuxième point très important, justement, c'est le patriotisme. Le patriotisme, il est important. Et vous savez très bien que dans les États de l'AOS, pratiquement, le patriotisme est à un niveau extrêmement élevé, ce qui n'est pas le cas en Syrie. Hein? Aujourd'hui, si jamais, par exemple, des gens voulaient renverser, comme je viens de le dire, ces trois pays n'auraient pas de problème pour mobiliser, pour se battre. Et ils sont déterminés à se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière personne. Là également, c'est très important, parce que quand les populations sont déterminées, ils donnent beaucoup de possibilités aux dirigeants de mieux affronter l'ennemi. Donc là également,
la Syrie était en désavantage, même si la Russie a quand même soutenu la Syrie depuis 2011, a bombardé beaucoup les terreaux comme on les appelle. Mais cette fois-ci, la Russie ne pouvait rien faire dans la mesure où la population n'est pas déterminée, les élites syriennes ne sont pas déterminées, l'armée syrienne n'est pas déterminée, donc la Russie à elle seule ne pouvait rien faire. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même, par exemple. Alors que, si on regarde du côté de l'AES, il suffit simplement que l'armée malienne, du Burkina ou du Niger ait des moyens de combattre les terroristes, ils vont faire le combat eux-mêmes. Ils ont juste besoin d'acheter des armes sophistiquées, d'avoir leurs drones, etc. Et puis, ils font le reste. Donc là également, le patriotisme militaire, le patriotisme populaire, il est du côté des États de l'AOS. Troisième argument, c'est que sur le plan géopolitique, la Syrie vivait entourée de caïmans, en tout cas d'ennemis. Hein. Tous les États, par exemple, qui entourent la Syrie, ce sont des États ennemis à tel point qu'ils sont prêts à tout pour déstabiliser. À part l'Iran, qui est son allié, pratiquement tout le reste, hein, quand on prend Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, même une partie de l'Irak, la Turquie, vous avez vu le rôle de la Turquie, etc. Tous ces pays-là, ce sont des pays ennemis de la Syrie et c'est très difficile quand on est au milieu de pays ennemis. Et puis la Syrie, ce n'est pas un grand pays, ce n'est pas un vaste pays, c'est un petit pays. Alors que dans les États de l'AOS, c'est des pays très vastes, mais tous les pays qui entourent l'AOS ne sont pas des ennemis prêts à donner leur territoire pour attaquer, à part la frontière algérienne, donc on sait très bien ce qui se passe du côté de l'Algérie, ou parfois on soupçonne un peu des États comme la Mauritanie. Les rares États dont on parle, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a des lignes rouges qu'ils vont pas franchir. Ça c'est parce que quand même, après tout, ce sont les mêmes populations, et les populations de ces pays-là ne vont jamais accepter certaines choses, par exemple. Donc là aussi, on voit que sur la géopolitique, sur les relations avec les pays voisins qui entourent, du côté de l'AOS, la dynamique n'est pas la même que la dynamique en Syrie. Donc ça, c'est un troisième avantage. Le quatrième avantage aussi, c'est que le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas la même chose. Le Moyen-Orient, c'est une région très complexe, énormément de conflits, beaucoup de guerres pendant très longtemps. Et on ne peut pas parler d'un panarabisme ou bien d'un pan moyen-oriental comme on parle de panafricanisme aujourd'hui. Les populations africaines sont beaucoup plus conscientes des enjeux, beaucoup plus prêtes à lutter, à apporter leur soutien à des pays souverains que par exemple des pays dans le Moyen-Orient. Hein, vous avez vu, il n'y a pratiquement pas de manifestation contre la chute de Bachar, alors qu'on sait que ceux qui l'ont renversé, ce ne sont même pas des Syriens, c'est des étrangers, c'est des terreaux, c'est des mercenaires qu'on appelle des rebelles, qui sont venus de partout, de gauche à droite, et qui ont pris le pouvoir. Et ça, c'est dangereux, parce que ces gens qui ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont vendre la Syrie à leurs alliés, donc la Syrie va être partitionnée en petits États, de gauche à droite, ou bien ils vont essayer d'en faire un État vassal, et là également, ça risque d'être problématique, parce que le premier soutien de la Syrie, qui a été l'Iran, va se retourner encore contre la Syrie. Donc tout cela, ça montre que la Syrie, véritablement, était dans des problèmes. Ce n'est pas du tout la même chose que les États de l'AES. Donc, ces comparaisons que les gens font très souvent, en ayant peur, en pensant que, parce que Poutine, qui est l'allié d'Assad, n'a pas su le protéger, son régime est tombé. Donc, ces gens aussi qui misent un peu sur le multilatéralisme, hein, le monde multipolaire, risque d'être déçus et qu'ils vont tomber eux aussi. Moi, je ne vois pas les choses de la même façon. Je pense que tant que les populations du Sahel, hein, les États de l'AOS, continuent à travailler, à cultiver, à manger comme ils le font, et puis la pluie est là, c'est des régions où il pleut. Autre chose, c'est des régions très riches, elles sont plus riches que la Syrie. Par exemple, la Syrie n'a pas d'or, la Syrie n'a pas de lithium, n'a pas de manganèse, n'a pas de phosphate, alors que tous les pays de l'Ouest, ils ont des ressources énormes. Hein?
Quand ces pays-là vendent leurs ressources, ils peuvent se procurer des armes, ils peuvent se battre. Et c'est ça qui les a sauvés aussi. Hein? Par exemple, Traoré, il lui a suffi juste de confisquer une mine d'or et de récupérer beaucoup d'or, par exemple, euh, pour être capable d'acheter un certain nombre de choses, non seulement des armes, mais aussi des équipements, des infrastructures, des bus et tout ça. Pareil pour le Mali, pareil pour le Niger avec l'uranium. Donc, les pays de l'OAS, c'est que pendant très longtemps, on nous a fait croire que les pays africains sont pauvres. En réalité, c'est faux. C'est des pays extrêmement riches, mais dont la richesse n'a jamais profité aux populations. Aujourd'hui, ces régimes-là sont en train de reprendre le dessus, de reprendre leurs ressources. Et une fois qu'ils reprennent leurs ressources, ils vont bien s'armer, se sécuriser, défendre leur population. Et maintenant, il faut se lancer à la course pour le véritable développement. Et pour moi, le véritable développement, c'est là où je vais finir en donnant quelques conseils. Il va se faire à partir donc, pas seulement d'une guerre sécuritaire pour défendre le pays, oui, ça c'est important, mais aussi il faut une guerre économique. Alors la guerre économique à deux niveaux. Premier niveau, il faut véritablement, de la même façon qu'on achète des armes, des drones pour équiper l'armée, il faut acheter aussi des machines, il faut acheter des tracteurs, il faut acheter toutes sortes d'outils pour permettre à l'agriculture dans les régions du Sahel d'être encore beaucoup plus productive. Parce que c'est ça qui tient un pays, l'économie. Donc si le Sahel produit beaucoup de mil, beaucoup de sorgho, beaucoup de coton, de toutes ces choses qui sont africaines, qui pendant très longtemps ont été négligées, je pense que ces pays-là pourront, sur le plan économique, jouer un rôle très important. D'autant plus que l'Afrique a été travestie, mais avant la colonisation, l'économie africaine, c'était une économie tournée à l'intérieur de l'Afrique. Les échanges se faisaient entre Africains à travers des grands réseaux, les réseaux des Djoula, les réseaux des Wangara qui vendaient toutes sortes de marchandises. Les gens cultivaient, les gens avaient de quoi manger. Tout Africain avait son lopin de terre, pouvait cultiver, pouvait avoir son bétail élevé. Donc les gens n'étaient pas vraiment malheureux. C'est aujourd'hui avec l'argent qu'il y a des gens qui sont très pauvres, d'autres qui sont un peu plus riches. Mais dans l'Afrique traditionnelle précoloniale, tout le monde avait pratiquement de quoi vivre en réalité. C'était ça. Donc c'est ça qu'il faut essayer de reconstruire. Et ça, pour le reconstruire, il faut progressivement se couper du ravitaillement de tout ce que les Africains doivent manger, qui doivent venir de l'étranger. Hein? Consommer beaucoup moins de produits qui viennent de l'étranger et consommer beaucoup plus de produits qui sont faits en Afrique. Et ça, c'est très, très important. Parce que depuis la colonisation, si vous regardez, les Africains mangent beaucoup plus de choses qui ne sont pas africaines, par exemple. Et ça tue nos économies, ça tue notre agriculture, ça empêche nos paysans aussi de gagner de leur vie. Et dernièrement, j'écoutais un philosophe sénégalais qui est décédé d'ailleurs, qui s'appelle Ahmed Ali Dieng, qui disait le ventre du Sénégalais est un carrefour alimentaire. Ce qu'il mange le matin, par exemple le pain, tout ça, c'est des céréales qui viennent d'ailleurs. Par exemple, quand il mange de midi son riz, c'est du riz qui vient de Cambodge, de Thaïlande, Indochine, ancienne Indochine depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Quand il mange le soir la salade, les produits qu'il utilise, ça vient de la France, ce n'est pas des produits africains. Donc, il dit que tout ce qui est dans le ventre, c'est un carrefour. Et là, il voulait simplement alerter qu'on a négligé notre agriculture, des choses que nous produisons depuis longtemps. Et donc, si les États de l'AOS veulent réussir ce pari, il faudra consommer local, mais aussi transformation. Donc là, il faut aller vers l'industrialisation agricole. Une fois que la production de masse est atteinte, il faut traduire tout ce qu'on produit comme céréales et tout, il faut traduire, il faut commercialiser, il faut vendre ça non seulement en Afrique, et ailleurs dans le monde aussi, parce que c'est ça que les autres font. Mais priorité aux États de l'AOS, priorité aussi à la consommation locale. Il faut également moderniser les secteurs tertiaires et quaternaires. Les trois États de l'AOS doivent miser aussi sur le tourisme notamment panafricain. Essayer de faire en sorte que les gens viennent visiter ces pays, et quand ils viennent, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils fassent des pèlerinages dans ces pays, il faut qu'ils aient des choses à visiter, etc. etc. Mettre en place des infrastructures, mettre en place des systèmes d'accueil pour que les gens viennent
comme touristes dans ces pays-là. Ça peut rapporter également. Et enfin, le quatrième, donc, c'est le secteur quaternaire. Il faut que nos enseignants, il faut que nos médecins, il faut que toutes nos élites également soient conscientisés, informés pour qu'ils participent à la lutte. Tout cela, ça peut aider. Donc, vous voyez que la lutte, elle n'est pas seulement militaire, elle n'est pas seulement sécuritaire, mais elle est à tous les niveaux. Voilà, je vais essayer de m'arrêter là. C'était juste une petite réaction pour montrer que, comme on dit, comparaison n'est pas raison. C'est pas parce que Bachar el-Assad est tombé que, par exemple, on peut dire, oui, les États de l'OAS qui ont également décidé de changer de partenariat également vont subir le même sort. Non, 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 ça n'a rien à voir. Donc, moi, je dis à nos amis de l'OAS de continuer à travailler, à aller de l'avant. Ils ont le soutien de leur population, ils ont le soutien des Africains et il n'y a pas de crainte. Il faut continuer, mais surtout, il faut tirer les leçons, savoir donc maintenant c'est qui attaque ces pays-là. On le sait maintenant, c'est clair, comme l'eau de roche pour tout le monde. Il y a 2-3 ans, quand on disait que c'était des terreurs qui attaquaient nos pays, certains nous prenaient comme des fous, comme des gens qui ne raisonnent pas, comme des gens qui racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, donc, avec la situation en Syrie, vous avez vu un régime qui est renversé par des terroristes. Leur président, enfin la personne donc, qui va diriger ce pays, était même recherchée par la CIA comme terror. Donc aujourd'hui, on la laisse, cette personne, diriger un pays comme ça, alors qu'elle était recherchée. Donc ça montre que c'est tout simplement ces gens-là qui, en réalité, utilisent le terrorisme qu'ils appellent djihadisme, hein, pour détruire nos États, les affaiblir, contrôler nos ressources, pour continuer à régner sur nous, alors que l'Afrique a besoin de passer cette étape-là. Donc maintenant, les choses sont devenues claires pour nous. En tout cas, nous, on le savait depuis très très longtemps. On savait que ce n'était pas du djihadisme, ça n'a pas de sens. Et on savait aussi qu'un jour arrivera que les Africains le verront par eux-mêmes. Et là, le cas de la Syrie ne fait que le confirmer. Donc nous souhaitons bon sens aux États de l'OAS, à tous ceux qui ont des craintes. Moi, je leur dis que comparaison n'est pas raison. Il ne faut pas avoir de craintes. La Syrie n'est pas l'OAS n'est pas la Syrie, les populations ne sont pas les mêmes, les dynamiques ne sont pas les mêmes, les secteurs économiques ne sont pas les mêmes, le patriotisme est différent, énormément de choses qui sont différentes, donc on ne peut pas comparer des choses qui n'ont rien à voir. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, et puis je vous salue tous, je souhaite un bon mois de décembre, et par anticipation aussi, bonne fête de fin d'année. Voilà, je vous remercie, passez une excellente journée. Au revoir.